BFM Business et la CPME présentent Impact PME, la spéciale, avec Philippe Bloch. Deuxième partie de notre spécial Impact PME en direct du salon Impact PME. Aujourd'hui, 30 novembre 2023, avec ici dans le temple des entrepreneurs à Station F à Paris. On vient d'écouter la déclaration presque d'amour de Olivia Grégoire aux entrepreneurs en leur disant « Restez vous-même, continuez à prendre des risques tout au long de l'année 2024 ». C'était ça au fait son conseil pour réussir 2024. On va parler justement des entrepreneurs qui risquent, mais quand on risque parfois on échoue. On n'est pas toujours protégé, on le sait quand on est entrepreneur. Et puis à un moment on prend sa retraite, ou alors on est entrepreneur et il faut qu'on gère des gens dont on va modifier la mise à la retraite. Donc on a tenté avec nos partenaires ici aujourd'hui, à la fois la GSC qui est représentée par Anthony Strecher, son président. Bonjour Anthony. Bonjour Philippe, bonjour à tous. D'évoquer bien sûr ces thématiques et puis avec l'expert retraite d'AG2R La Mondiale, avec vous Franck Gisclard, bonjour. Bonjour. On va commencer par justement, parce qu'on évoquait avec, si vous m'y autorisez Franck, on va démarrer peut-être avec Anthony, puisque en fait si on évoque le risque de l'entrepreneuriat, il est réel. Heureusement, la plupart réussissent, parfois avec beaucoup de difficultés, et puis ils rament pendant des 10 ans, et puis ça marche parfois tout de suite. Et puis parfois on tombe. Et en France, quand on tombe, on le sait, on est moins privilégié que les salariés, puisqu'on n'est pas forcément pris en charge du tout, ou alors beaucoup moins. Mais on a une solution et les gens ne la connaissent pas. Et c'est vrai que vous êtes un fidèle, Anthony, de cette émission avec GSC, puisque vous soutenez ce programme Impact PME depuis sa création, en fait depuis 4 ans. Et le message, il passe, mais il est lent quand même. Alors expliquez-moi. Alors je vais essayer de rester positif, parce qu'après cette déclaration d'amour de notre ministre, on peut être que enthousiaste et motivé. Absolument. Je suis aussi chef d'entreprise, donc je reprends ces termes, je suis en fin de compte un éternel optimiste. Et un chef d'entreprise est un éternel optimiste, et cette force de résilience, on va réussir, ça va marcher, c'est génial. Et je reprendrai même les termes de la ministre, comme tu disais, il y a la semaine dernière au portail du Rebond. On a un problème en France, on adore les entrepreneurs, on nous fait des déclarations d'amour partout. On adore les TPE, on adore les PME. Moi-même j'ai une PME, donc je m'aime aussi, enfin on s'aime tous. Maintenant, c'est dès qu'on parle de risque, il y a un côté, je dirais, français très poétique, le risque, le côté chevaleresque, on va réussir, on va gagner, on va pourfendre le dragon. Et celui qui tombe, vite, je le mets sous le tapis. Donc il y a un peu cette problématique de dire, je les oublie. On oublie ces gens qui tombent, et ça fait partie du risque entrepreneurial, ça fait partie de l'entrepreneuriat, de se dire, au fait, on peut tomber, et pour réussir, c'est là en fin de compte où les choses petit à petit évoluent, c'est-à-dire que pour réussir demain, il faut prendre conscience du risque entrepreneurial, que l'entrepreneuriat c'est génial mais c'est dangereux. Donc c'est prendre conscience de ce risque et petit à petit ça évolue. Mais c'est lent et l'entrepreneur que l'on est tous, qu'on est pressé, on vit au quotidien, se dire ok c'est bien, on avance mais on va se réunir encore l'année prochaine et puis encore l'année suivante, comment on va réfléchir pour mieux communiquer, pour informer qu'il est possible de se protéger, parce que le sujet c'est celui-ci. Il est possible de se protéger, ça coûte pas plus cher que ce que l'on fait pour nos salariés, ça coûte pas plus cher qu'une mutuelle que l'on met en place pour nos salariés, sauf qu'on ne sait pas qu'on peut le faire. Et c'est là où mon cri qui est toujours là, toujours présent comme tu soulignais. Mais vous y arriverez, on y arrivera ensemble. On va y arriver. Et on a une ministre apparemment qui nous aime et qui a un discours qui est enthousiasmant. Bien sûr, faut le dire. Bien sûr. Maintenant, dont acte. C'est dont acte. Vous dites qu'on les oublie. Ça veut dire quoi, on les oublie ? On les oublie. Je vais prendre les chiffres du baromètre avec Altares que l'on fait tous les ans. Oui, allez-y, il y a plein de chiffres intéressants. Dites-moi. À fin juin, sur le premier semestre, on était déjà à plus de 30% par rapport à l'année précédente. On est déjà à plus de 30 000 hommes, femmes chez l'entreprise qui sont tombés. À fin juin, de janvier à juin. On va dépasser les chiffres de 2019. Donc ça, il y a le post-Covid. On est passé. Covid, on retrouve le Covid, avant Covid. Voilà, avant le Covid. On va atterrir autour de 36%. En un semestre. En un semestre. Et là, en fin de compte, c'est tout secteur d'activité concerné, toute taille d'entreprise concernée. L'archétype de l'homme qui tombe, l'homme et la femme qui tombent, c'est quelqu'un qui est à la tête d'une entreprise de moins de 5 salariés, qui a une moyenne d'âge de 47 ans, qui est issu de nos tissus économiques locaux. C'est vraiment notre territoire, mais parce que le tissu économique français à 99%, c'est entreprises au moins de 9 salariés. Donc c'est ça notre tissu économique. C'est pas les grosses PME, les ETI qui sont primordiales et importantes, mais notre tissu au quotidien, c'est le commerçant de proximité, le petit imprimeur du coin.
Et c'est ceux-là qui tombent en priorité. Et aujourd'hui, oui, ça va être à peu près 50-55 000 hommes, femmes, chefs d'entreprise qui tombent, qui passent par le tribunal de commerce, qui passent par la liquidation en 2023. Alors désolé, je ne suis pas une cassante, je donne les chiffres. Donc on ne va pas être sur un tsunami. Et 2024, on ira sur une tendance à 60 000, de toute façon. Donc on peut dire ce qu'on veut. Arrêtons de faire l'autruche. Il y a un sujet, tout le monde le sait. Acceptons-le, parlons-en et agissons, puisqu'il est encore temps d'agir pour informer, sensibiliser et prendre conscience que pour réussir, il faut avoir conscience des risques. L'entrepreneur, c'est un peu ça, c'est de savoir qu'effectivement, on a un risque. Il y a peut-être un parpaing qui vient d'être lancé au loin, qu'on ne voit pas encore nous arriver dessus. Et généralement, quand il nous arrive dessus, c'est trop tard. Ouais. C'est cette gestion de l'anticipation, du mouvement, de la réussite. Et dans l'étude, vous évoquez, j'ai quelques chiffres sous les yeux ici, qui dit que les secteurs du B2C sont particulièrement touchés, puisque le commerce est à plus 47% sur ce semestre-là, la construction est à plus 50%, et j'ai envie de dire qu'on est malheureusement qu'au début sur la construction, compte tenu de ce qu'on sait de la crise du logement, de la crise de la construction, de la crise de la promotion. On est en hébergement, restauration et débit de boissons à plus 65%. On est aujourd'hui dans ce qui est perturbant, c'est une accumulation de crises dans les crises. C'est-à-dire que le bâtiment il y a un grand terme, c'est-à-dire que quand le bâtiment va, tout va. Mais là, il va très mal et là, le bâtiment va pas bien. Oui, absolument. La consommation résistait, tenait, sauf qu'aujourd'hui, on voit un pivot, une accélération sur le deuxième semestre où justement, il y a de plus en plus de défaillances, de plus de problématiques sur la consommation, liées aussi à l'inflation. Les gens ont moins d'argent, consomment moins. Donc du coup là ça commence à se superviser où on arrive à un taux assez stable de défaillance dans le bâtiment mais qui est très élevé. Donc c'est une crise vient en compenser une autre. Donc c'est une accumulation de secteurs en difficulté les uns avec les autres. Le taux les retards de paiement qui augmentent inter-entreprises. Ça il faut le signaler. Aujourd'hui, même les notaires, maintenant, alertent en disant, non, au début, c'est les agences immobilières, le bâtiment, mais maintenant les notaires... On licencie chez les notaires actuellement. Voilà, donc tu dis... Ils étaient surstaffés quand il y a eu un boom de l'immobilier. C'est incompréhensible. Donc, effectivement, alors je ne veux pas être une cassante, c'est juste Non, mais c'est la réalité, on est là pour en parler. Réalité, on est pragmatique, on est chef d'entreprise. Bien sûr. Ça va pas bien, il y a ces signaux-là, on a assez de difficultés à voir la tendance 2024, jusqu'où ça va aller. Donc c'est ça qui est un peu inquiétant. Et de se dire, ok, agissons, il est temps d'agir maintenant, prendre conscience qu'au final, on peut s'en sortir. Mais par contre, nous, hommes, femmes, chez l'entreprise, on a une problématique de faire des pivots tout le temps, de plus en plus. Donc c'est vrai que les marchés changent, évoluent, c'est normal. C'est ce qui est aussi un peu enthousiasmant pour nous. C'est qu'aucune journée se ressemble avec une autre. Mais qu'à un moment donné, il faut se remettre en question toutes les semaines, tous les jours, tous les 3 jours. Et quand vous êtes à la tête d'une société de 7, 8, 9 personnes, waouh, c'est pas facile. Il faut avoir la pêche, il faut avoir la forme, il faut avoir l'énergie, il faut être bien entouré. Et c'est le but aussi, on est là, Station F, c'est l'exemple de l'accompagnement des start-upers qui se lancent et ainsi de suite. La CPME, les organisations patronales qui ont fondé l'association GSC, c'est quoi ? C'est ça, rappelons qui a fondé d'ailleurs, dites-le. Par contre, c'est la CPME qui est partie des 3 membres fondateurs de l'association GSC il y a bientôt 45 ans, qui était de dire, ces hommes et ces femmes sur l'entreprise, il faut les accompagner. Pour réussir, il faut avoir conscience des risques. Donc l'accompagnement fait partie des organisations patronales. Mais seul, on ne peut pas exister seul. On a besoin de l'État, on a besoin de l'écosystème pour relayer ces messages et dire tout le monde ne peut pas devenir chef d'entreprise, c'est pas vrai. Et même la ministre Olivia Grégoire l'a dit la semaine dernière, dire effectivement, il faut qu'on arrête avec ce discours, tout le monde ne peut pas devenir chef d'entreprise. Il faut être accompagné, on peut être un expert métier, mais ne pas être pour autant un expert chef d'entreprise. C'est pas la même chose. Ça, ce qui est important à dire, et de se dire, c'est risqué, c'est dangereux. Protégez-vous, parce que les gens qui se protègent, ils ont juste, ce n'est pas une patte de lapin. C'est juste se dire, du coup, vous prenez conscience des risques. Le fait de prendre conscience des risques, vous dire, au fait, comment j'anticipe l'échec, comment je fais pour réussir. Donc, c'est plutôt une notion de, je m'arme, je m'entraîne, je m'exerce à réussir. Et je vais peut-être tomber. Et c'est pas grave. Dans les pays anglo-saxons, vous êtes tombé une fois, vous avez une valeur ajoutée en tant que chef d'entreprise supérieure. En France, tu t'es planté, excuse-moi du terme, va là-bas s'il te plaît. T'es pas sexy. Non, il faut que ça change. Alors, on va venir dans un instant, Franck Giscard, sur l'impact de la réforme des retraites que j'ignorais sur certains sujets sur les entrepreneurs. Mais juste une question très pratico-pratique avec vous, Anthony Strecher. Vous dites que ça ne coûte pas plus cher qu'une mutuelle, que seulement 1% des chefs d'entreprise sont couverts. Est-ce qu'à tout moment, j'écoute cette émission,
je suis au fin fond, je suis à Clermont-Ferrand, je suis dans ma voiture, je vais vous écouter, je me dis mais il a raison, je suis complètement crétin, pourquoi je ne l'ai jamais fait? Ça va me coûter combien? Ce sont des contrats d'un an, ça coûte quoi? Je vais et comment la je m'y prends? mécanique, il y a un exemple. À quelle porte je frappe et combien ça me coûte tout de suite en rentrant au bureau? Et en plus, un exemple qui va, en tant que la BFM Business, vous allez faire un pied de nez à une autre antenne de grande audience du 20h qui a dit complètement une ânerie. Alors allons-y. Aujourd'hui, prenez votre revanche. Combien? C'est très simple. Le chef d'entreprise choisit s'il veut se couvrir 9, 12 ou 18 mois. C'est lié en fin de compte à la durée de couverture que lui désire avoir derrière en cas de défaillance. Et il a le droit de se couvrir jusqu'à 80% de son ancien revenu. Ça, c'est la mécanique, mais il choisit est-ce que je prends 50%, 60, 70. Il choisit. Il choisit à la carte. Il choisit à la carte. En moyenne, je vais prendre la donnée INSEE. Revenu médian d'un chef d'entreprise en France, 40 000 euros. Absolument. Là, ça commence à voir, on casse tous les dogmes, le SBF 120 et ainsi de suite. Là, on est entre PME, entre TPE, voilà, c'est ce qu'on gagne en moyenne. Ok. Là-dessus. La personne, si elle veut se couvrir, ce qu'en moyenne, ce qui est demandé, c'est 1 an. Je veux me couvrir pour 1 an. Ça tourne suivant si on prend 50, 60, 70, 80%. Ça va coûter entre 80 euros à 120 euros par mois. Le coût d'une mutuelle famille que l'on met en place pour nos salariés par mois. Même un peu moins cher, non? Voire un peu moins cher. Ouais. Donc, on a un spécialiste là avec nous, Franck. ça coûte pas. Je confirme. Oui, ce serait un peu moins cher. Ça coûte pas 1 000 euros par mois. Alors c'est sûr qu'on peut faire un simulateur et dire si je gagnais 500 000 euros par an, combien ça coûterait? Bah oui, 500 000 euros par an, ça coûte 1 000 euros par mois. Oui. Donc c'est ça, et on compte sur vous, sur votre aide, sur ces relais, que même dans les médias, on arrête de véhiculer un message faux, de dire que les gens ne se couvrent pas parce que c'est prohibitif, ça coûte 1 000 euros par mois. C'est faux, c'est une fake news. La vérité est rétablie. Franck, désolé, je ne vous ai pas donné la parole tout de suite, mais je voulais bien comprendre parce que c'est tellement important, ne serait-ce que la sérénité quand on crée sa boîte. Et je me demandais d'ailleurs est-ce qu'on a peur que ça porte la schkoumoun? C'est pour ça qu'on ne le fait pas ou pourquoi on ne le fait pas? Parce que c'est tellement évident. 9 fois sur 10, les gens qui le mettent en place, c'est parce qu'on les a conseillés. Ouais. C'est ça le chiffre, l'enquête IFOP. Le bouche-à-oreille. Le bouche-à-oreille. Et le conseil qui vous dit, oui, effectivement, c'est pas mal de se protéger. C'est pas mal de s'assurer. Moi, quand je fais de la moto, je mets mon casque. J'ai pas envie de tomber. Bien sûr. Mais je mets mon casque. Et vraiment, pour un parallèle pour la retraite, je passe le ballon ovale. Je passe un peu l'ovalie, vous avez compris. Ce qui est dramatique en ce moment qu'on constate, c'est que les chefs d'entreprise qui s'approchent de la retraite, qui cherchent à revendre leur entreprise parce que ça fait partie de leur pécule de retraite. Là, il y a un sujet parce qu'il y en a beaucoup. Je tiens à le signaler, qui ne trouvent pas repreneur en ce moment. Je sais bien. Donc le sujet de la retraite pour eux, parce qu'ils ne l'ont pas anticipé et ils ont bien souvent eu des mauvais conseils en disant pas besoin de trop cotiser, t'inquiète pas, tu revendras ton capital. Alors que les gens qui ont dit ça il y a 20 ans, 30 ans vis-à-vis d'un chef d'entreprise qui aujourd'hui se retrouvent dans une panade, moi on les côtoie, c'est pour ça que je le crie et je vous lance la balle. On ne peut plus avoir ce type de conseil. C'est inadmissible. Franck Gisclard, vous êtes expert retraite chez AG2R La Mondiale. Tous les Français connaissent. Combien de clients? 18 millions? Oui, 15. Voilà. 15. Oui. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Chaque famille française quasiment a été en interaction avec vous. Il s'est passé effectivement une retraite, une réforme importante qui a beaucoup mobilisé les Français, y compris dans la rue. Moi, ce qui est sympa, c'est qu'en vous parlant au téléphone pour préparer cette émission, j'ai découvert non pas un farouche partisan de cette retraite, mais quelqu'un qui la défend sur des sujets qu'on a peu traités et pourtant qui vont avoir une incidence considérable quand on va appliquer effectivement tout ce que cela représente sur la façon, pour moi en tant qu'entrepreneur, d'accompagner en fait ce passage de 62 à 64 ans. Alors racontez-moi, pourquoi vous dites quelle est cette retraite? Vous me dites est à la fois brutale et innovante. Oui, c'est toujours pareil. Il y a beaucoup d'idées reçues. Donc, pour reprendre un peu le dynamisme de mon collègue intervenant, donc il y a beaucoup d'idées reçues qu'il faut souvent casser. Alors, si on reprend un peu le schéma de la réforme, le schéma de la réforme essentiellement, ça a été en majeur, c'est de remonter l'âge légal progressivement par génération. De 62 à 64 ans, absolument, avec une accélération des trimestres aussi en parallèle, mais en majeur, c'est quand même le relèvement de l'âge légal. Tous ceux nés après septembre 61. Exactement. Donc, si je suis né à partir de septembre 61, je suis dans la réforme impacté, qui a démarré donc depuis ce trimestre. Voilà. Donc, on en est là. Donc, si on joue sur le relèvement de l'âge, en fait, Philippe, c'est parce que on a un problème et en même temps, c'est un avantage. C'est-à-dire que dans notre pays, on a une espérance de vie qui vraiment, on est les champions du monde de l'espérance de vie en France. 2 décennies de plus en un siècle. Voilà. Donc, comme on est les champions du monde de l'espérance de vie, notre système de retraite, de répartition, qui est basé sur le rapport cotisant-retraité. Donc,
comme l'espérance de vie s'allonge, bien évidemment, ce ratio se dégrade. Et c'est une bonne chose qu'il se dégrade, puisque l'espérance de vie s'allonge. C'est le ratio clé, hein, le ratio cotisant-retraité. Cotisant-retraité, exactement, Philippe. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 20 ans, par exemple, ce ratio, c'était 2 cotisants pour un retraité. Dans 20 ans, ce sera un cotisant et demi pour un retraité. Donc, on voit bien qu'il y a ce problème d'équilibre à gérer. Donc, pour gérer ce problème d'équilibre, il n'y a pas 10 000 façons. Hein. On peut relever l'âge légal, c'est ce qui a été fait. Ça avait été déjà fait en 2010, c'est pas une nouveauté. Voilà, donc là, c'est une deuxième fois, hein, on relève l'âge légal. On peut rappeler d'ailleurs que cet âge légal était précédemment au départ à 65 ans. Bah, donc, en mon fait, père a pris sa retraite à 65 voilà, ans. donc, vous voyez, on fait que revenir en fait sur un point de départ. Voilà, Bien même sûr. s'il est discuté, discutable, tout ce qu'on veut. Voilà, quoi qu'il en soit. On revient sur ce point de départ. Quand on est quand on joue donc sur ce ratio cotisant-retraité, on joue sur le relèvement de l'âge. Mais si on veut que ça fonctionne réellement, il faut en même temps que le taux d'employabilité, le taux d'emploi des seniors notamment, soit au rendez-vous. C'est un enjeu crucial, évidemment. Exactement. Enjeu crucial. Exactement. Donc quand on regarde le taux d'emploi des seniors, alors si on prend les 55-60 ans, on est à 75% de taux d'emploi, qui est un taux d'emploi qui s'est fortement relevé d'ailleurs hein, sur les dernières années, alors que sur les 60-64 ans, on a un taux d'emploi d'à peine 36%. Donc on comprend bien que relever l'âge légal, donc jouer sur le ratio cotisant-retraité, c'est un premier niveau clé, mais il faut quand même rejouer maintenant dans la partie vraiment de l'entrée des cotisations. Et pour jouer dans l'entrée des cotisations, il faut évidemment que les seniors soient toujours en activité. Et ce qui est intéressant, Philippe, c'est que justement dans cette réforme, d'ailleurs ça a été peu souvent présenté, ce qui est intéressant dans cette réforme, c'est que pour maintenir, moi je suis chef d'entreprise, j'ai des salariés qui devaient partir à la retraite à 62 ans, du coup ils vont avoir leur âge qui va être relevé d'un trimestre par génération, là, donc pour atteindre 64 ans. Par année de naissance. Exactement. Ça peut me poser un problème, ça peut poser aussi un problème à certains de mes salariés. Oui, notamment ceux qui ont des carrières longues et difficiles, notamment au plan du type de job qu'ils avaient, parce que c'est compliqué de faire travailler plus longtemps des gens qui sont cassés par certains jobs aussi, donc c'est des enjeux tout à fait considérables. Et là, il y a des réponses qui sont apportées du coup maintenant. Complètement, et c'est là que c'est intéressant, parce qu'une entreprise c'est fait d'hommes et de femmes, donc ce qui est intéressant c'est comment on peut accompagner ces hommes et ces femmes justement à travers ce relèvement de l'âge légal et que peut faire l'employeur. Donc ce qui est génial quand même, pas que dans cette réforme a profondément réformé des dispositifs qui étaient existants, des dispositifs qui justement permettent à l'employeur de maintenir au mieux, dans les meilleures conditions, ses emplois seniors dans l'entreprise. Comment ça se passe alors concrètement? J'ai envie de vous dire, ça peut que bien se passer, parce que l'ensemble des dispositifs qui sont mis en place ne sont jamais défavorables aux salariés. Jamais. Vous ne trouverez jamais un dispositif qui soit défavorable. Je veux dire, le salarié est toujours gagnant, d'un point de vue mathématique, financier, etc. Après, il y a l'aspect humain. Mais ça n'est jamais en défaveur du salarié. Je vais vous donner un exemple simple. Prenons, je suis dans votre entreprise, j'ai par exemple 62 ans et 3 mois. J'ai été impacté par le relèvement. J'ai 62 ans et 3 mois. J'ai tous mes trimestres. Je peux continuer mon activité et fabriquer ce qu'on appelle de la surcote. Mais je peux aussi me mettre en cumul emploi-retraite, c'est-à-dire je liquide ma retraite, je reste en activité chez mon employeur parce que je considère que j'y suis bien chez mon employeur et j'ai une utilité. Il a envie de me garder, moi je me sens bien, voilà. J'ai envie de continuer. Exactement, il a envie de me garder, donc c'est pour ça que ça ne peut marcher que s'il y a si tout le monde joue le jeu. Si tout le monde est d'accord. Oui, bien sûr. Mais si tout le monde est d'accord, vous voyez, quand on prend le cumul emploi-retraite maintenant, qui a été ce qu'on appelle, si j'ai tous mes trimestres, c'est le cumul emploi-retraite intégral. C'est-à-dire, je n'ai pas de limite sur mes revenus. Lorsque je liquide ma retraite et je reprends l'activité, je peux prendre le revenu que je souhaite. Et ce qui est sympa là-dedans, c'est que si je vous donne un exemple, on parlait de 40 000 € qui est un revenu. 40 000 €, c'est un revenu assez classique. Si je prends ma retraite avec un revenu moyen qui a été de 40 000 €, je vais avoir grosso modo 30 000 € de retraite. Donc si je me mets en cumul emploi-retraite intégral, je vais continuer à prendre mon salaire actuel qui est 40 000, plus 30 000 de retraite, ça fait 70 000. Je vais augmenter mon revenu de 75%. Je continue à participer à l'activité dans l'entreprise. Je continue à jouer les jeux du transfert, d'ailleurs, de tout ce qui est compétences et formation. Et donc, en fait, on voit bien que le salarié ne peut pas perdre, par exemple, dans cet exemple-là, notamment si j'ai un conjoint avec qui j'ai un écart d'âge, je veux continuer à travailler, je veux continuer à être actif parce que j'ai un écart d'âge avec mon conjoint. Oui. Et donc, je maintiens en fait mon activité à l'aide de ce dispositif. On sent le pro du dossier, hein, on a tous les scénarios en tête. Voilà, qui est un dispositif hyper favorable pour le salarié. Mais alors, Franck, après, il y en a d'autres. Vous n'avez pas évoqué le mot retraite progressive.
Ah oui, là, c'est la c'est un truc clé, ça, aujourd'hui. Moi, j'ai découvert le concept en préparant l'émission avec vous. Vous connaissez, Anthony Streicher, le concept de retraite progressive qui est lié à la réforme des retraites? Moi, j'alerte juste, c'est-à-dire que Franck l'a dit justement, c'est qu'à un moment donné, c'est très gagnant pour le salarié. Et quiz, l'homme et la femme chez l'entreprise dans cette histoire. Moi, la question que j'ai, c'est celle-ci. Alors, allez, on anime ensemble l'émission. Interrogez Franck. Et lui, ça vaut aussi pour le dirigeant chef d'entreprise. Justement, tous ces dispositifs valent aussi pour le dirigeant chef d'entreprise, quel que soit son statut d'ailleurs, qu'il soit salarié, assimilé salarié, non salarié. Les dispositifs dont on va parler valent pour l'ensemble à la fois des salariés de l'entreprise, bien sûr, et le dirigeant aussi, et du dirigeant lui-même. Alors, c'est quoi cette retraite progressive? Alors, la retraite progressive, ça existait déjà. Hein, c'était déjà possible pour les salariés. Qu'ils soient en taux horaire ou en forfait jour, c'est déjà possible. C'était déjà possible pour d'ailleurs les mandataires sociaux depuis peu de temps, hein, donc les assimilés salariés. C'était aussi possible pour toutes les personnes qui étaient à l'ex-RSI, qui sont maintenant au SSI. Voilà, ça a été étendu maintenant à l'ensemble des professions. Si on revient aux des statuts, donc tout le monde y a accès. C'est une vraie révolution parce que, pourquoi c'est intéressant cette affaire-là? Parce que si j'ai dans mon entreprise un salarié qui s'était mis en fait comme objectif de s'arrêter à 62 ans, la réforme des retraites, en fait, le pousse 2 années de plus. Ça peut être une frustration très forte de me dire, en fait, moi, j'avais prévu de m'arrêter à 62. Pourquoi je devrais faire 2 ans de plus? Ceci dit, la réforme est passée et donc il faut faire avec. Mais face à cette contrainte, vous avez notamment le dispositif de retraite progressive. Et j'ai envie de dire, Philippe, que le dispositif de retraite progressive, il permet à ce salarié, en quelque sorte, de revenir à l'envers. C'est-à-dire... Expliquez-moi, là, je suis un peu paumé, là. Le principe de la retraite progressive, c'est j'y ai accès si j'ai 150 trimestres, tout régime confondu, okay, et 2 années avant l'âge légal. Si l'âge légal a été relevé à 64 ans, je peux donc démarrer une retraite progressive à 62 ans, qui était précédemment l'âge légal. Donc je reviens un petit peu au point zéro, du coup, en utilisant la retraite progressive. Donc déjà, j'efface ce côté frustration. Après, ce qui est extrêmement intéressant dans la retraite progressive, c'est que c'est un contrat de travail à temps partiel. J'étais à temps plein, je bascule à temps partiel, avec des bornes de 40-80%. C'est ça le principe. Si je me mets à 50%, par exemple, je vais prendre 50% de mon salaire, et les autres 50%, c'est ma pension de retraite. Donc je suis très proche, en fait, sur un revenu de 40 000 euros en moyenne. De mon revenu d'avant. Très proche de mon revenu d'avant. Je bosse 2 fois moins. Je bosse 2 fois moins, je perçois le même revenu, je continue à fabriquer des cotisations qui vont me produire de la retraite. Je ne vais pas aller chercher le taux plein de la surcote, etc. Donc c'est extrêmement efficace. Mon employeur me maintient dans l'emploi, j'ai pas de perte de pouvoir d'achat. Je continue à transmettre des compétences, du savoir autour de moi. Ça peut même être un vecteur de recrutement parce que quand on veut recruter quelqu'un qui est relativement jeune, ça peut être intéressant de savoir qu'au bout de la chaîne, je vais être accompagné par quelqu'un, un senior qui est toujours là, sous une forme de tutorat, qui va m'accompagner pour me transmettre un peu des éléments que je n'ai pas. Donc en fait, tout le monde est gagnant un petit peu dans cette affaire. Un dernier point et on va accueillir un prochain plateau autour du numérique et de la finance responsable. Vous n'avez pas parlé du compte professionnel de prévention que vous appelez le C2P, le compte de pénibilité et de... Alors c'est le compte professionnel de prévention qui s'appelle... Alors racontez-moi en 2 mots. Alors, 2 minutes. En 2 minutes. Alors en 2 minutes, c'est je suis. Votre version short. Alors on y va. Alors je suis dans une activité dite pénible face à des facteurs de risque. Voilà, c'est celle-là à laquelle je pensais tout à l'heure. Aussi facteur de risque en question. Voilà, je suis un chantier, j'ai fait fabriquer des routes. Voilà, on pense surtout à ça. On voit la construction. Exactement. Je suis avec mon marteau piqueur. Dans le froid toute l'année ou la chaleur. Je peux travailler la nuit, etc. Exactement. Voilà. Donc là, je suis à chaque fois que je suis face à un facteur de risque, par exemple le bruit, le travail de nuit, etc. J'ai un point qui s'accumule. Donc si j'ai 2 facteurs de risque par trimestre, j'ai 2 points. Sur l'année, j'ai 8 points. Sur 20 années comme ça, 20 x 8, 160 points. J'ai 160 points qui s'accumulent. Qu'est-ce que je peux en faire? Les 20 premiers points, c'est affecté directement de la formation ou de la reconversion professionnelle. Une fois que je prends ma retraite ou avant? Non, avant, justement. Et ce qui est intéressant, c'est que ces points-là, je peux les utiliser, par exemple, parce que je suis fatigué, je suis usé. Cela dit, mon âge légal a été relevé de 2 années. Les points que j'ai dans ce compte-là, je peux les utiliser pour me mettre à temps partiel tout en étant payé temps plein. Et donc, je reste dans l'activité, je reste dans l'entreprise parce que j'ai envie d'y rester. Et donc, c'est un outil extrêmement intéressant pour maintenir l'emploi. Parce qu'au bout du bout, dans cette affaire, il n'y a pas un dispositif qui soit en défaveur du salarié. Et si le salarié il est écouté, s'il est reconnu, si on lui amène des solutions, on recrée de la cohésion sociale dans l'entreprise, on renforce en fait le sentiment d'appartenance, et on sait très bien que quand on renforce le sentiment d'appartenance, on crée un système de productivité derrière, de la compétitivité pour l'entreprise. Donc,
Il n'y a pas d'un gagnant, un perdant dans cette affaire. Le salarié est gagnant, l'employeur est gagnant. Au bout du bout, c'est ça qu'il faut retenir. Et au fond, si vous êtes aujourd'hui en tant que AG2R, la mondiale à parler de ces sujets, c'est que c'est aussi votre volonté c'est votre job aussi, votre mission d'informer les entrepreneurs de cette réforme des retraites qu'on n'a pas toujours bien comprise. Parce que j'ai presque le sentiment de revivre un peu en vous écoutant les débats d'avant la réforme des retraites où on a le sentiment moi je ne comprenais jamais rien. Donc là j'ai un peu mieux compris grâce à vous et grâce à votre expertise. Mais effectivement c'est compliqué. On va simplement un mot... Anthony, je vous ai vu dire je suis un peu paumé là. C'est autant un sujet les retraites que la protection pour les entrepreneurs ou pas ? C'est le sujet, c'est qu'aujourd'hui, l'entrepreneur est un peu le grand oublié, ou en tout cas en termes d'accès à l'information. C'est-à-dire que lui-même a droit à certaines choses, sauf qu'il l'ignore, il ne le sait pas. Donc il met en place plein de choses pour ses salariés, et on oublie de lui dire qu'en fait, coucou, tu as le droit toi aussi. Donc il y a cette forme de dichotomie, et je rejoins là-dessus. Après, j'ai une idée sur les points prévoyance. Vous pouvez mettre le barème pour les chefs d'entreprise. Parce que nous aussi, c'est quand même compliqué d'être chef d'entreprise, le stress et ainsi de suite. Je vous lance l'idée. Je pense que c'est peut-être promouvoir aussi que l'entrepreneur, c'est risqué. Si on peut avoir quelques points pour nous aider, nous former, nous accompagner, moi je suis surpreneur. Ce n'est pas Franck Giscard qui fait les lois, mais en tout cas il pourra faire passer le message. Merci à tous les deux, merci Franck Giscard. Je rappelle que vous êtes expert retraite AG2R La Mondiale. Merci de nous avoir fait mieux comprendre les avantages de cette réforme. On en avait rarement vu. On a vu quelques inconvénients pour certains. En tout cas, on a vu des avantages. Merci Anthony Strecher de votre fidélité à la fois à cette émission et à cette initiative CPME et BFM Business qui est Impact PME. On fait un avant-dernier plateau sur la finance et le numérique responsable avant d'accueillir en fin d'émission François Asselin. On change de plateau. Allez, merci messieurs.